Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc, de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Est-ce que l'Europe est toujours en retard d'une guerre? C'est la question de notre débat et j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Gay. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous occupez notamment des relations publiques et la communication chez Yara. Alessandra Kirch, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous vous occupez de l'agroéconomie au sein d'un think tank qui s'appelle Agriculture Stratégie. Voilà. À ma gauche, Alain Dufour, bonjour. Oui, bonjour. Sénateur du Gers, merci d'être parmi nous. C'est moi, merci. Et à ma droite, Jérémy De Serre, le député européen qui a poussé un coup de gueule terrible par écrit, peut-être un peu mitigé, mais l'idée était la suivante. Vous adressez au vice-président de la Commission et vous dites, mais c'est la schizophrénie aujourd'hui. Comment on peut à la fois demander aux agriculteurs de produire plus propre, comment on peut parler de souveraineté et à la fois dire qu'il faut accélérer sur la signature des accords internationaux comme le Mercosur. Bien, bonjour déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la possibilité de, du coup, parler de ce courrier, de ce coup de gueule adressé au vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, qui réussit, comme vous venez de le dire, à la fois à demander au secteur agricole de se transformer en vitesse, de faire plus ou plutôt moins sur les pesticides, de s'améliorer en matière de bien-être animal, de faire attention aussi à la biodiversité, ce qui est déjà le cas. Il faut savoir, messieurs, dames, qu'en Europe, nous avons la chance d'avoir l'alimentation et l'agriculture qui reposent sur des règles sanitaires, sur des règles en matière de bien-être animal, sur des règles en matière d'environnement les plus élevées au monde. Donc bien sûr qu'on peut demander encore plus aux agriculteurs qui ont déjà été capables de faire beaucoup, mais par contre on ne peut pas les mettre en concurrence directe avec des pays, avec des agricultures qui n'ont pas suivi la même évolution et qui ne sont pas du tout au même rang. C'est à la fois de l'irrespect vis-à-vis des agriculteurs et c'est aussi un peu mentir aux consommateurs à qui on dit vous inquiétez pas, nous on fait une agriculture propre, par contre on laisse rentrer et on laisse arriver dans vos assiettes des produits qu'on ne respecte pas, qui ne respectent pas nos normes. Frans Timmermans a réussi à peu près dans la même journée à dire les paysans faites mieux et je m'autorise quand même à demander une accélération pour signer les accords Mercosur, donc c'est totalement scandaleux. Oui, mais c'est un fonctionnaire, donc il fait ce qu'on lui dit de faire, ce que peut-être le Parlement lui demande de faire, ce que les gouvernements lui demandent de faire, et on a besoin aujourd'hui de lithium, par exemple, donc on a besoin de signer des accords avec l'Amérique du Sud. On ne peut pas échanger du lithium contre des kilos de viande ou des kilos de céréales, on ne peut plus. Il y a 1 milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim sur la planète. Ça échappe à personne quand même que la guerre en Ukraine a quelques répercussions et apporte quelques tensions sur les questions alimentaires dans le monde. Donc on ne peut plus échanger des portes de voitures, des avions de chasse contre de la viande ou des céréales. Donc, vous l'avez dit, Frans Timmermans est fonctionnaire, mais il a quand même été validé par des politiques, donc il a un rôle politique. Et s'il réussit dans la même journée à dire tout est l'inverse de tout, c'est qu'il a peut-être quelques ambitions politiques, donc qu'il laisse ça de côté et qu'il essaye de respecter un peu plus les agriculteurs qui font un travail magnifique. Regardez ce salon, et respecter aussi et arrêter de faire croire aux consommateurs des choses qui finalement s'avéreraient pas vraies si on signe ces accords. Donc soyons un peu sérieux. Alessandra, qu'est-ce qui se passe? La Commission prend des décisions comme ça, un peu de façon autonome? La Commission est en train de prendre un envol spectaculaire sur son impact au niveau de la législation européenne. La Commission, son job à la base, c'est de faciliter les négociations. Ça reste ça. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de la PAC, elle s'est auto-arrogé le pouvoir de valider ou pas des PSN, ce qui n'était absolument pas dans ses attributions. Expliquez. Ah oui, pardon, les PSN. Les PSN, c'est les plans stratégiques nationaux, c'est les déclinaisons au niveau national de la PAC dans chaque État membre. Et donc la Commission, c'est elle qui décide si le PSN
est validée ou pas et correspond ou pas aux objectifs du Green Deal qu'elle a elle-même lancé. Donc on a vraiment une commission qui prend de plus en plus de place. Et au niveau des accords internationaux, la Commission a vu ce qui s'est passé au niveau du Mercosur, a vu le blocage de la France, du Parlement national français et de la position française qui a permis de ne pas ratifier cet accord qui serait désastreux pour l'agriculture. Et du coup, elle en tire des leçons et désormais, elle découpe les accords en mettant tout ce qui est intéressant, c'est-à-dire les quotas, les clauses miroirs, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, ça relève de la compétence de l'UE. Et donc, si ça relève de la compétence de l'UE, ça veut dire que ça doit être ratifié au niveau du Conseil à majorité qualifiée et par le Parlement européen, mais que les parlements nationaux n'ont absolument plus leur mot à dire, ils ne peuvent plus imposer leur veto. Et donc, au niveau du Parlement européen, on a des députés comme Jérémy qui sont extrêmement conscients de tous ces enjeux, extrêmement conscients de la nécessité de protéger notre agriculture, mais on a aussi tout un tas de parlementaires qui sont absolument pas conscients de ça et qui trouvent que c'est plus intéressant de pouvoir importer des matières premières comme du lithium ou d'exporter des avions. Et il faut arriver à les convaincre. Jérémy, il va falloir retourner le Parlement. À vous tout seul. Non, peut-être pas retourner le Parlement, mais en tout cas travailler différemment de la Commission. Et c'est aussi de notre responsabilité, vous l'avez dit, à la Commission, c'est l'administration. Donc ils pondent des textes, des réglementations qu'ils nous proposent de travailler. On a déjà cette chance-là, alors saisissons-la et faisons en sorte, comme ça vient d'être dit, de convaincre un maximum de parlementaires de travailler en paquet. Qu'est-ce que ça veut dire travailler en paquet? C'est que si on a des textes qui nous amène à réfléchir sur la réduction des pesticides et qu'il y a un texte qui va arriver dans pas longtemps qui nous propose de travailler sur la législation sur les nouvelles techniques génomiques, eh bien il faut qu'on travaille les deux textes en même temps. Parce que oui, c'est important de réduire les pesticides, mais ça ne se fera pas sans alternative. Donc oui, il faut avancer sur les nouvelles techniques génomiques. Et donc du coup, c'est ce que nous souhaitons faire au Parlement européen. Dans le groupe Renew Europe, nous allons constituer un groupe de travail qui travaillera justement sur ces différents textes pour les traiter en paquet, de façon à avoir quelque chose d'un peu cohérent. Donc on va essayer de pousser ça au Parlement et on va essayer de convaincre un maximum de députés. Donc je ne sais pas si on retournera le Parlement, mais en tout cas on essayera d'emmener les députés les plus sensés. Voilà. Delphine. Oui, j'aimerais compléter ce qui vient d'être dit. C'est qu'on parle d'agriculteurs, on parle de produits, mais on oublie l'industrie. Derrière, c'est l'industrie qui va trouver des innovations pour trouver des nouvelles alternatives à des produits déjà utilisés en Europe. Et l'industrie aujourd'hui en Europe, quand on parle de l'Europe est-elle en retard d'une guerre, la réponse est oui. Les Américains sont en train de faire un véritable de créer un environnement favorable à l'arrivée de ces nouvelles industries vertes qui aujourd'hui utilisent ces innovations de la décarbonation. Même si la France dans son coin a une belle dynamique, on voit cette dynamique parce que nous chez Yara, la décarbonation c'est vraiment un outil pour réindustrialiser les pays. Mais les États-Unis ont déjà gagné la bataille. On a aujourd'hui le plan américain pour réduire l'inflation. Il faut savoir que les États-Unis, pour produire de l'ammoniac bleu, c'est-à-dire décarboné sous forme, on va récupérer, liquéfier et stocker le carbone dans des anciens puits de pétrole. Le coût de production de cet ammoniac bleu aux États-Unis est 5 fois moins cher qu'en Europe. C'est-à-dire que des industriels comme nous, dont l'hydrogène vert est la base de la production des engrais minéraux azotés, on a un tapis rouge pour aller investir aux États-Unis. Et l'Europe, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait en Europe? On se dit, écoutez, on a un problème avec l'hydrogène, on risque peut-être d'avoir un manque d'engrais, on va arrêter temporairement la taxe douanière d'importation des engrais. Et par cet acte, on n'a jamais autant importé d'urée de l'autre bout du monde. On importe de l'urée du Vietnam alors qu'on a des sites en Europe. Chez Yara, on a 18 sites de production européens. On a fait le choix de l'Europe. On est fiers d'être en France, fiers d'être en Europe. Mais on se retrouve dans une situation où on tire une balle dans le pied dans ces industriels, dans nos industries qui trouvent des solutions pour les agriculteurs. Monsieur Dufour, quel regard vous portez justement sur ces débats?
Écoutez, ces débats sont très intéressants. Je vois qu'au niveau de la Commission économique et du Parlement, on s'achemine vers des situations plus vertueuses. On parle de décarbonation, comme cela a été dit. Et ma collègue disait que l'Europe est en retard par rapport aux USA. En termes de coûts, c'est vrai. Bon, moi, je reviendrai quand même sur la production qu'il peut y avoir en France en termes de fruits et légumes, par exemple. On s'aperçoit qu'on pourrait, dans notre pays, produire localement des fruits et légumes, au lieu de les importer, ne serait-ce que du bassin méditerranéen, voire à 2 000 ou 3 000 kilomètres d'Amérique du Sud ou du Chili. Ou du Kenya, les trois quarts du basilic viennent du Kenya et d'Israël. Ou du Kenya aussi, mais se pose toujours le même problème du coût de la main-d'œuvre. Et des règles aussi phytosanitaires qui ne sont pas respectées dans ces pays. Même si on va au fond de l'Espagne, il y a des produits encore phytosanitaires qui sont utilisés, qui sont interdits chez nous. Et en termes de main-d'œuvre, nous avons aussi un souci eu égard à la réglementation très protectrice en France, et c'est normal. Vous avez par exemple dans des pays européens le SMIC à 500 €, alors qu'en France il est à 1300. Donc voilà la difficulté aujourd'hui. Alessandra, vous pensez que la PAC, il faut la changer? Oui, moi je pense que la PAC, il faut la changer et qu'il faut donner les moyens aux agriculteurs d'assumer cette transition qu'on leur demande. Aujourd'hui, on dit les agriculteurs ne font pas assez pour l'environnement, ils doivent entrer dans la transition agroécologique. Alors la transition agroécologique, il faut prendre conscience que c'est du temps. C'est des méthodes qui mettent vraiment longtemps à être applicables à l'échelle d'une exploitation. Moi, j'ai l'exemple de céréaliers qui font des trucs absolument extraordinaires, qui ont réussi à se passer de pesticides, à mettre en œuvre des macérations d'ortie, de purin, des huiles essentielles. Ils font des trucs absolument formidables. Et ça leur a pris 15 ans. 15 ans au bout desquels ils ont fini par arriver au Graal, à l'agriculture de conservation bio, à demander une labellisation bio. Mais ça leur a pris 15 ans. Pour en arriver là, au lieu de demander les aides et de passer bio direct, ils ont préféré rester conventionnels parce qu'ils avaient besoin des produits phyto pour les couvrir quand ça marchait pas. C'est pas qu'ils voulaient absolument utiliser des produits phyto, c'est simplement que des fois on fait des trucs et ça marche pas comme c'était prévu. Les régulations biologiques ont une efficacité qui est beaucoup plus aléatoire par rapport à une molécule chimique. Vous prenez une molécule chimique, vous l'appliquez dans un sang, vous avez le même résultat chez moi, chez le voisin, chez celui à l'autre bout de la France, ça marche pareil. Vous prenez un mécanisme de régulation biologique qui est le cœur de l'agroécologie. Une année, ça va très bien marcher, puis l'année d'après, pas de bol, il a plu au mauvais moment, ou il a pas plu justement. Et pourquoi il faut changer la PAC ? Et pourquoi il faut changer la PAC ? J'y viens. J'avais pas oublié la question de départ. C'est simplement que l'agroécologie augmente le risque pris par l'agriculteur, augmente les aléas liés à ces régulations biologiques. Et en parallèle de ça, l'agriculteur, il est dans un univers où il y a une volatilité des prix extrêmement importante. Et donc, quand vous cumulez les deux, pour un agriculteur, c'est extrêmement difficile de prendre le risque. Et nous, ce qu'on propose, c'est de changer la PAC pour que la PAC permette de lisser la volatilité des prix et de faire en sorte que quand les prix ne sont pas à la hauteur, on a davantage d'aides PAC pour aider l'agriculteur à avoir une visibilité sur ses revenus. Et il faut aussi en parallèle accompagner cette prise de risque au travers de cette PAC avec un mécanisme qui permette que si l'agriculteur prend le risque qu'on lui a demandé de prendre pour se passer d'une molécule et à une catastrophe, qu'on indemnise cette perte de rendement pour que il continue à avoir envie de faire des efforts et continue de pouvoir aller là-dedans et d'avoir la trésorerie qui lui permette de continuer à investir et à faire ces efforts-là. Oui, mais Alessandra, Jérémy, en tant qu'agriculteur, il n'est pas très chaud quand même pour ce type de politique européenne. Non, le monde agricole n'est pas très partant. Ouais, le monde agricole n'est pas très partant, mais je viens d'une maison là, qui n'est pas très loin des jeunes agriculteurs, où il y avait déjà ces questions-là, comment justement on assure, on sécurise les revenus des agriculteurs. Malheureusement, jusqu'encore, même aujourd'hui, le revenu des agriculteurs, il n'existe pas toujours partout. Donc, sécuriser quelque chose qui n'existe pas, c'est un peu moins évident. Par contre, moi, je pense que ce qui vient d'être dit par Alessandra, ça a du sens. Si on regarde la politique américaine, qui est basée à la fois, la politique agricole américaine, qui est basée à la fois sur une politique assez hard sur l'alimentation. Il y a 80% de la politique, du budget de la politique américaine qui est basé sur les aides alimentaires, et le reste, c'est des systèmes assurantiels.
on voit là-bas que ça produit des effets plutôt positifs et que je dis pas que tous les agriculteurs sont heureux aux États-Unis, mais en tout cas, ils sont plus nombreux à être heureux que chez nous. Et donc, par contre, ça prendra du temps, comme la transition environnementale. Et beaucoup disent qu'il faut que les agriculteurs rentrent dans la transition environnementale. On n'a pas attendu les Yannick Jadot ou les Sandrine Rousseau pour rentrer dans les transitions. Les agriculteurs, ils la font tous les jours, la transition. Et donc, par contre, ce que la politique publique doit apporter, c'est de l'accompagnement pour que ça aille plus vite. Et du coup, une fois qu'on est rentré dans ces transitions, il faut que la politique publique assure. C'est ce qu'on fait avec les assurances récoltes, mais il y a des assurances aussi économiques. On a emmené l'agriculture européenne dans un marché mondial très libéralisé, sans se doter d'outils de filets de sécurité pour justement mieux résister au choc. On a cru qu'avec notre agriculture, on pouvait résister à tout ça. Sauf qu'à notre agriculture, on lui demande beaucoup plus qu'aux agricultures du reste du monde. Donc ça ne marche pas si on n'a pas de filet de sécurité. Donc maintenant, il faut réfléchir à une PAC un peu différente. Et quand tu dis que les agriculteurs, effectivement, n'y sont pas tous prêts, on leur demande beaucoup et d'anticiper une secousse économique si on révolutionne la PAC de cette manière-là, ça va nécessiter quelques garanties pour les paysans. Et donc moi, j'avoue que je comprends aussi les agriculteurs qui disent attention, pour l'instant on a quelques aides, ce serait bien qu'on change pas tout non plus du jour au lendemain. Donc, mais par contre, je suis favorable à cette idée-là. Il faut qu'on ait un état d'esprit un peu différent. Alors, on arrive presque au terme de cette émission, mais j'ai 3 questions à poser très directes à monsieur le sénateur. Mais quand même, une première, l'Europe est-elle toujours en retard d'une guerre? Et pourquoi, Jérémy, vu de l'intérieur, du Parlement, des instances européennes, pourquoi l'Europe est en retard? Très simple, très clair, cash. Je vais être cash et je vais prendre une formule. Il y a une formule qui dit quand il y a une innovation dans le monde, souvent elle est à l'origine des Asiatiques, ou les Asiatiques en sont à l'origine. Les États-Unis en font un business et l'Europe l'administre. C'est un peu, pour l'instant, dans cette Europe-là qu'on vit. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas rien. S'il n'y avait pas la PAC, il n'y aurait pas ça. Donc on ne peut pas non plus toujours la critiquer. Il faut qu'on essaye à chaque fois que c'est possible. Et c'est justement en ces temps-là qu'on fait la meilleure Europe. Quand il y a eu la crise Covid, l'Europe s'est organisée. On est le seul continent aujourd'hui à produire des vaccins pour nous, mais aussi pour le reste du monde. On a aussi réussi à faire un emprunt commun, ça s'était jamais vu. Donc en temps de crise, l'Europe sait aussi s'organiser. Et là, avec la guerre en Ukraine qui débloque sur des crises alimentaires, malheureusement, qui risquent d'arriver, eh bien, je suis convaincu que l'Europe réussira à nous sortir quelque chose qui respecte encore une fois les agricultrices et les agriculteurs et les citoyens. À Delphine Guéchard, mais Alessandra Kirch, on est plus bête que les Américains en matière agricole? On est complètement plus bêtes que les Américains. Je suis désolée de le dire, mais sur la partie agricole, les Américains, ils ont une longueur d'avance phénoménale. Les Américains, s'il y a besoin, ils donnent. Et les Américains, ils ont une grosse conscience aussi qu'il y a une population à nourrir. Nous, en Europe, on est resté au stade de la surproduction. C'est plus le cas. Aujourd'hui, on a une inflation alimentaire galopante et on n'est pas capable d'aider nos concitoyens à acheter les produits que eux-mêmes ont demandé issus de cette transition environnementale. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas la place pour toutes les agricultures en France. Je suis désolée, vous allez dans n'importe quel supermarché, il y a toutes les agricultures, y compris des produits issus d'une agriculture que personne ne veut voir en France et qui est largement pire que tous les modèles qui sont les plus décriés. Oui, peut-être pour compléter, je pense que la différence entre les Américains et les Européens, ou les États-Unis et l'Europe, c'est qu'en effet, aux États-Unis, ils ont une véritable approche filière de l'industrie jusqu'à l'agriculteur et jusqu'au consommateur. Alors qu'en Europe, on a eu tendance à séparer, comme le disait Jérémy très justement au début, c'est-à-dire qu'il faut une vision globale de l'ensemble des acteurs de la filière. Arrêtons de séparer les projets de sujets qui ont un impact sur l'ensemble des acteurs. Et je pense que ce sera une grosse force, une grosse nouveauté pour l'Europe si Jérémy arrive à motiver ses collègues. Retournez. On finit avec vous, Alain Dufaure. Il y a 3 sujets qui vous tiennent à cœur aujourd'hui. Vous avez interpellé le ministre de l'Agriculture sur les lacs collinaires. On a beaucoup parlé des bassines. Et vous l'avez interpellé sur les lacs collinaires. Expliquez-moi.
Oui, alors j'ai interpellé le ministre sur les lacs collinaires car j'ai déposé il y a quelque temps une proposition de loi pour la création de ces retenues collinaires, bon, qui suit son cours au niveau du Sénat, mais j'ai souhaité que les choses soient accélérées suite à la visite du président de la République au Salon. Il a été interpellé par des agriculteurs qui lui ont demandé quelles dispositions le gouvernement allait prendre en matière de gestion de l'eau. Alors, il a évoqué effectivement certaines solutions. Il a parlé de rationnement et de restriction. Enfin, personnellement, je ne suis pas favorable parce qu'on a vu ce que ça a donné la restriction en matière énergétique. Et il a évoqué quand même les nouvelles infrastructures. Il a parlé des retenues collinaires. Alors, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que je crois que c'est une initiative qui peut faire consensus tant au niveau de l'agriculture conventionnelle que même des agriculteurs bio. Pourquoi? Parce que, contrairement aux bassines qui ont été décriées par beaucoup d'écologistes, à raison d'ailleurs, c'est que là, les retenues collinaires que je propose dans le cadre de ce texte de loi de moins de 150 000 mètres cubes permettraient de récupérer toute l'eau qui tombe, disons, pendant la période hivernale. Bon, cette année, nous n'avons pas assez, mais en temps normal, toute l'eau qui est tombée l'an dernier, dans des petites retenues. Et cela servirait, bien entendu, à irriguer les cultures pendant la saison sèche. Étant précisé qu'à ce jour, non seulement on pense au colza, pas au colza, au maïs, au tournesol, etc., mais toutes les cultures maintenant ont besoin d'eau. Même la vigne a besoin d'eau, on l'arrose aussi dans notre région. Donc je crois que c'est un sujet qui me paraît important aujourd'hui. Deuxième question, la grippe aviaire. Où là, c'est un scandale. Oui, alors la grippe aviaire, bon, nous la connaissons dans nos secteurs, dans notre département et dans nos régions aussi. Ça fait 3 ans que les éleveurs subissent cette grippe aviaire. Alors, nous avons fait des demandes directement ou par l'intermédiaire des fédérations agricoles auprès du ministère pour pouvoir être indemnisés, car il s'agit quand même là d'un aléa qui est arrivé d'une manière brutale et à répétition. Alors, le ministre a répondu et il y a eu des indemnisations pour les dépeuplements, pour le repeuplement aussi, pour le remplacement des structures, mais par contre, il y a un manque de réponse en ce qui concerne les zones indemnes. Les zones indemnes, s'ils ne sont pas indemnisés. Alors là, ça pose un véritable problème. Et également, le remplacement des salariés agricoles qui ont dû être mis au chômage partiel. Alors, on s'aperçoit qu'il y a un manque à ce niveau-là. Troisième sujet, alors vous êtes au pays de l'Armagnac, du Madiran, oui, du Floc, du Tariquet, etc. Voilà, oui. Donc, vous êtes inquiet sur la viticulture? Mais sur la viticulture, si vous voulez, nous sommes inquiets. C'est une production qui fonctionne bien depuis quelques années. Avec effectivement en vitrine, vous avez parlé du Tariquet, bon, pour ne pas le citer. Ont été développés des vins de pays des côtes de Gascogne qui sont des vins quand même assez agréables, assez légers, bon, qui ne sont pas comparables bien sûr au Bordeaux et au Bourgogne, mais quand même de qualité. Et les viticulteurs, les producteurs ont su aussi exporter ces produits, que ce soit en Chine, au Japon et dans l'Union européenne. Néanmoins, ils viennent de subir pendant 2-3 ans des aléas climatiques importants. Il y a eu le gel, la grêle, la sécheresse. Et là aussi, se pose un problème de prestations, d'aides qui pourraient être fournies. Alors, on a parlé aussi de l'assurance récolte. Vous savez, c'est un sujet prégnant puisqu'on a incité les agriculteurs, avec le texte qui a été voté l'an dernier, à s'assurer contre ces aléas climatiques. Alors, l'assurance coûte cher. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Et puis, il y a le problème de la moyenne olympique. Ça, c'est un véritable sujet, car les fédérations agricoles, disons, ne sont pas au point sur ce thème. Voilà. Alain Dufour, merci beaucoup. Delphine Gay, merci. Alessandra Kirch, merci beaucoup. Et Jérémy de Serles, il faut retourner au Parlement. Il y a du boulot. On y est au boulot. Il faut y aller. Merci bien.